Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, mon invité est l'écrivain Laurent Decaux. La lecture, moi, me rend heureux et m'a toujours rendu heureux. Après, ça dépend quelle lecture. Quand je lisais effectivement mes lectures d'enfance, Dumas, Jules Verne, Arthur Conan Doyle, Le Monde perdu d'Arthur Conan Doyle, ça reste gravé. Robert Merle, voilà, tous ces écrivains qui sont des écrivains de l'imaginaire, de l'aventure. Voilà, je ressentais beaucoup de bonheur. Si le nom de famille de Laurent Decaux vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal, puisqu'il n'est autre que le fils d'Alain Decaux, immense historien et homme de médias, qui nous a quittés en 2016. Quelques mois plus tard, Laurent reprenait le flambeau en publiant Le Seigneur de Charny, un roman qui embarquait ses lecteurs au cœur de la France médiévale. Une période pleine de violence et d'intrigue qu'il revisite à nouveau avec Le Roi Folle, en librairie le 12 septembre chez XO Éditions. Le Roi Folle n'est autre que Charles VI, un jeune monarque confronté aux rivalités politiques, aux mœurs légères de son épouse et à la maladie inexplicable qui peu à peu le ronge. Le Moyen-Âge de ce roman, ce n'est pas celui de Game of Thrones, mais le vrai. Et il est encore plus sanglant et sulfureux que dans la célèbre série télé. C'est à la Bibliothèque nationale historique de la ville de Paris, en plein cœur du Marais, que Laurent Decaux m'a donné rendez-vous. Et comme vous allez l'entendre, c'est tout sauf un hasard. Bonjour Laurent Decaux. Bonjour Jérôme Vermelin. Ça va bien ? Ça va très bien. On est un jeudi, voilà. Il fait beau sur Paris, il y a du soleil, mais on ne s'est pas retrouvé sur une terrasse. On s'est retrouvé dans un lieu bien particulier qui vous tient à cœur, en tout cas, dans lequel vous travaillez beaucoup. Est-ce que vous pouvez m'expliquer où nous nous trouvons ? Alors, on est à la Bibliothèque historique de la ville de Paris, qui est dans le Marais, dans l'ancien hôtel Lamoignon, qui est un lieu absolument magnifique, avec une grande galerie de lecture, des lambris du 18e, qui sont actuellement en restauration, et où j'ai travaillé pendant plusieurs mois pour me documenter sur ce livre, qui se déroule en grande partie dans le Paris du XIVe siècle. Alors, le roi folle, le roi fou, il a été écrit quasiment entièrement ici. Tout vient de ce lieu ? Beaucoup vient du Marais. On est dans le Marais, ici, rue Pavée, quartier Saint-Paul. C'est un quartier où j'habite, d'ailleurs, depuis plusieurs années. Pour une raison bien simple, c'est que rue Saint-Paul, ce qu'on appelle la rue Saint-Paul, c'est là où s'établissait, il y a 700 ans, l'hôtel Saint-Paul, qui fut bâti par Charles V, le roi sage, et où habitèrent son fils Charles VI, Charles VII quelques années, et puis qui fut démoli à l'époque de François Ier à peu près. Donc j'ai évidemment beaucoup arpenté ces rues. Je me suis inspiré de l'ambiance de ce quartier pour imaginer l'atmosphère de mon roi folle. Alors, on va reparler précisément de ce livre, mais moi, je voudrais un peu parler de vous, de l'homme, de l'écrivain que vous êtes. Tout le monde n'a pas forcément envie d'écrire sur les gens qui ont vécu là où eux-mêmes habitent des centaines d'années auparavant. Maintenant, vous, j'allais dire, l'histoire, c'est un peu ça coule dans le sang. Ouais. Votre papa, c'était Alain Decaux. Est-ce que c'est complètement logique d'écrire sur l'histoire ? Écoutez, oui, moi je crois que je marche sur deux jambes. Enfin, je m'appuie sur deux jambes à peu près comme tout le monde. Mais moi, c'est plutôt l'histoire et la littérature. C'est deux choses que je dois en très grande partie à mon père, évidemment, puisqu'il fut historien. Mais voilà, la littérature, ça m'est un peu plus particulier, bien que mon père m'ait conseillé dès mon plus jeune âge des livres qui m'ont mis le pied à l'étrier et qui ont suscité un goût pour l'histoire. Puisque voilà, il me conseillait Alexandre Dumas, Paul Féval, Walter Scott et d'autres, Gensu, bien sûr, qui furent mes lecteurs d'enfants et qui, dès lors, aiguisèrent mon goût pour l'histoire. Ça veut dire qu'à la maison, vous étiez entouré de livres
D'histoire, de romans, c'était... Alors la maison, c'était plus une bibliothèque qu'une maison. Dans l'appartement familial, oui, je dirais qu'il y avait à peu près 10 à 15 000 livres. Et puis dans le même immeuble, on descendait 4 étages plus bas. Il y avait un plus petit appartement, mais avec encore plus de livres, puisque mon père avait construit des étagères, avait fait poser des étagères un peu partout, et qu'il y avait donc dans son bureau à peu près 30 à 35 000 livres. C'est autant qu'une bonne bibliothèque de quartier. Il y a des enfants qui se construisent en admirant leurs parents et d'autres en opposition à leurs parents. Est-ce que vous, à un moment donné, ce poids physique et psychologique du livre et de la culture, ça a pu vous effrayer, voire vous agacer? Honnêtement, je n'ai jamais vécu ma filiation comme un fardeau. D'une part parce que j'avais une relation assez fusionnelle avec mon père, et puis d'autre part parce qu'il était historien. C'était pas une rockstar, c'était pas un homme politique, c'était pas une vedette de cinéma. Voilà, historien. C'est pas mon roi Charles VI qui lui se réfère en permanence à ses aïeux, mais c'est normal, il est fils de roi. Mon père était historien. Et puis après, peut-être que j'ai certains complexes, évidemment, pour faire de la psychanalyse de bas étage, j'en ai sans doute. Ils sont sans doute plus de l'ordre de l'oral, d'ailleurs, parce que voilà, ses capacités oratoires étaient hors du commun. C'est un homme de médias exceptionnel. Je pense qu'il avait vraiment du génie. Son élocution, voilà, son aisance oratoire, son érudition qu'il transmettait si facilement. Voilà, donc peut-être à l'oral, mais alors à l'écrit, pas du tout. Mais il faut dire que je me place pas sur le même registre, puisqu'il faisait de l'histoire précise, minutieuse. Il enquêtait toujours, voilà, avec le plus grand soin du détail. Moi, j'écris du roman, donc c'est quelque chose qui me semble totalement différent, et c'est quelque chose qui ne se serait jamais permis et qu'il s'interdisait totalement, d'ailleurs. Pourquoi il s'interdisait ? Pour plusieurs raisons. Parce qu'il aimait les faits précis. D'abord, parce qu'il aurait eu un peu l'impression de trahir son public, qu'il connaissait d'abord comme historien et non comme romancier. C'est vraiment deux choses, voilà, je le dis comme je le pense, qui sont presque antagonistes. Et puis, il lui avait fallu tellement de temps pour se bâtir une vraie crédibilité d'historien, lui qui était autodidacte, que voilà, il n'avait pas envie de tout réduire en poussière, justement en falsifiant un petit peu l'histoire, comme peuvent le faire les romanciers, et comme j'assume tout à fait le faire. Alors vous l'avez pas fait tout de suite, pourtant vous faites toujours un autre métier en parallèle. Alors non, j'ai travaillé dans un domaine qui est très différent, qui est celui du vin, pendant une dizaine d'années. Voilà, j'ai été marchand de vin de 2006 à 2015, mais c'est quelque chose que j'ai totalement abandonné aujourd'hui pour me consacrer à l'écriture. Et pourquoi vous étiez devenu marchand de vin et pas écrivain en 2006 ou alors même avant ? Ça a plus à voir avec mon caractère. Voilà, je suis quelqu'un de très curieux par nature et d'assez passionné. Je suis un homme de passions successives, je dirais. Quand j'étais gosse, quand j'avais 10 ans, ça a pu être un moment l'égyptologie. Voilà, j'étais tellement passionné par l'Égypte ancienne, je me prenais pour le nouveau Champollion, que je m'étais inscrit à un cours de hiéroglyphes au Louvre, où j'étais entouré par des vieilles dames aux cheveux gris. J'étais la seule personne de moins de 50 ans. Bon, ça n'a pas duré très longtemps. Il y a eu le football à l'adolescence. Quand j'étais gosse, à 7 ans, c'était la lecture. J'étais un lecteur absolument compulsif, comme je vous le disais, Jules Verne, Dumas, Féval, Walter Scott, toutes ces voilà, ce roman, le roman feuilleton du 19e en quelque sorte. Et puis après, il y a eu, dans ma jeune vingtaine, il y a eu le vin. Voilà, ça a duré une dizaine d'années. Et là, je suis revenu peut-être à la passion qui sera ma dernière, c'est-à-dire l'écriture, qui vient de la lecture, qui était ma première passion. Le vin, c'est amusant parce que c'est aussi une forme d'histoire. Enfin, ça charrie des valeurs, une histoire, une époque. Oui, alors ça ressemble un peu à... C'est vrai que pour ce métier, voilà, j'ai beaucoup parcouru ce pays, beaucoup observé les paysages, les terroirs, les hommes, les climats, et qu'aujourd'hui, j'essaie de la même manière de décrire avec
tendresse et sincérité les paysages que traversent mes personnages. C'est vraiment, finalement, c'est une suite logique de ce métier. C'est pas incohérent. Je sais pas, moi, je le vois pas comme une suite logique. Non. Je trouve ça très décousu. Mais écoutez, voilà, c'est la vie. Bon, alors en tout cas, maintenant, c'est ce que vous faites, à plein temps. Ce Charles VI. Alors bon, on est, c'est pas vraiment une suite du Seigneur de Charny, mais on est dans la continuité historique. Pourquoi c'est le héros de ce livre ? Qu'est-ce que vous aimez chez lui pour lui consacrer un livre ? C'est pas forcément le roi de France le plus connu. Voilà. Alors quitte à effectivement décevoir quelques-uns des lecteurs du Seigneur de Charny qui attendaient peut-être une suite et qui me l'ont réclamé pour certains d'entre eux, je dois dire que je pensais d'abord faire une suite au Seigneur de Charny, bien que ce roman n'appelait pas forcément un nouvel épisode, mais j'ai été tellement happé par la personne de Charles VI, qui apparaissait d'ailleurs déjà dans le Seigneur de Charny qui se passe en 1382, là on est en 1392. J'ai été tellement sidéré par les personnages qui l'entourent, par sa cour, par la reine Isabeau, qui traîne depuis 700 ans une très mauvaise réputation, par son frère Louis d'Orléans, sa belle-sœur Valentine Visconti, qui est la fille du tyran Jean Galéas de Milan, par son oncle Philippe le Hardi, qui veut faire de son duché de Bourgogne un royaume indépendant, par Jean de Berry, qui est un mécène fastueux, bref, par toute une galaxie de personnages incroyables, que finalement j'ai recentré mon intrigue autour de Charles VI et sa cour. Il est vrai que Charles VI, c'est pas le roi le plus connu de l'histoire de France, mais cela je me l'explique finalement assez simplement. Je pense que les Français viennent à leurs grands personnages et aux grands personnages de l'Ancien Régime par la littérature. Or, il n'y a jamais eu de littérature sur Charles VI. Le seul qui en ait traité un tout petit peu, c'est assez amusant d'ailleurs parce que c'est mon idole absolue, c'est Alexandre Dumas. Ouais. Dans son premier roman, il a fait un Isabelle de Bavière, il devait avoir 28-29 ans quand il l'a écrit, qui est tout à fait maladroit, mais dans lequel on reconnaît déjà le sens du grand romancier d'aventure et également le talent de dialoguiste qu'il mettait déjà à l'essai dans ses pièces, puisqu'il était dramaturge à la base, Alexandre Dumas. Donc voilà, Charles VI, effectivement, c'est un roi méconnu. La deuxième raison qui explique peut-être cette ignorance, c'est aussi qu'il se situe, bien que son règne soit assez long, il dure 40 ans, entre deux très grands rois. Charles V, qui était le roi sage, et il a reconquis une partie de la France avec du Guesclin, ça évoque quelque chose à tout le monde. Et puis Charles VII, lui, c'est le roi de Jeanne d'Arc. Donc voilà, on a un roi peut-être un peu plus mineur, mais qui néanmoins, à mes yeux, reste extraordinaire, et qui aurait dû être un grand roi s'il n'était pas devenu fou. Alors, c'est vrai qu'il y a tous les ingrédients d'un grand thriller historique qu'on aurait presque pu inventer. Il y a des intrigues de cour, des intrigues politiques, des intrigues personnelles, intimes. Moi, ce qui m'amuse toujours, quand je lis un roman historique ou quand je regarde des historiens parler dans les émissions de Stéphane Bern, c'est que j'ai l'impression que vous connaissez vos personnages comme si vous les aviez croisés la veille. Alors, comment vous faites concrètement, est-ce qu'il y a une part de bluff, d'imagination, où vous partez sur des faits bien précis pour raconter et pour construire votre intrigue? Alors oui, bien sûr, c'est une grande part de bluff. Déjà, je parle de faits qui se sont déroulés il y a 700 ans, donc on sait très peu de choses sur ces gens-là. Tout ce qui est rapporté, c'est des actes qui ont été relatés par les chroniqueurs. Les chroniqueurs de l'époque, c'est Froissart, le religieux de Saint-Denis, Juvénal des Ursins. Donc c'est presque toujours de la chronique officielle. On est assez proche du pouvoir quand on est chroniqueur. On est plutôt dans la géographie que dans le portrait objectif. Donc finalement, évidemment, il faut réimaginer ces personnages. Après la description physique, je m'inspire de ce que je peux voir dans les gravures, qui sont assez rares sur l'époque. Mais après, évidemment, le portrait psychologique, j'essaye de ne pas tout à fait dénaturer ces personnages. En me documentant énormément sur leurs actes, mais après, voilà, je ne peux rien savoir de leur tempérament. Idem pour les dialogues, la façon de parler. Le français qu'on parlait à l'époque n'était pas tout à fait le même que celui qu'on parle aujourd'hui, mais dans le livre, c'est un français
tout le monde peut comprendre. Oui, c'est un français, effectivement, c'est un français de roman historique. C'est-à-dire, voilà, c'est un français qui est peut-être un peu plus empoulé que celui qu'on utilise aujourd'hui, mais voilà, que j'ai voulu vivant. Mais le français de l'époque, la langue vulgaire de l'époque, on est encore assez proche du latin, même si on est vraiment dans une langue vernaculaire, c'est-à-dire une langue qui a évolué par rapport au latin, un dialecte typiquement français. Cependant, elle est totalement incompréhensible aujourd'hui. Quand je lisais Froissart, dans le texte, dans les chroniques, voilà, il me fallait des heures pour déchiffrer une phrase. Mais oui, heureusement, c'est clairement déchiffré, quoi. Voilà, il faut déchiffrer pour lire les textes de l'époque. Après, il faut dire qu'à partir du 19e siècle, il y a une passion en France pour le Moyen-Âge, avec la passion du gothique, avec le romantisme, ce qui fait que la plupart des textes du 14e siècle, et notamment ceux des chroniqueurs, ont été traduits, la plupart au 19e siècle, donc dans un français très compréhensible. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes un romancier jeune. Ce roi, c'est un roi jeune. Et quand je lis ce roman, j'ai surtout pas l'impression de lire une vieille histoire de la vieille France. C'est très moderne. Et tout ce qui s'y passe, ça parle à tout le monde. Et j'allais dire, on va y venir un peu au fur et à mesure, mais ça pourrait se passer aujourd'hui, finalement. Peut-être pas la France, mais les rapports de force, les intrigues et les dilemmes auxquels les uns et les autres sont confrontés sont très modernes et parlent à n'importe quel jeune trentenaire ou moins. Alors on part voilà, pour dire les choses clairement, on parle d'une affaire d'adultère dans mon roman, et on va vers un épisode de démence totale du roi. Voilà, entre-temps, il va y avoir des machinations, il va y avoir tous les ingrédients effectivement du thriller historique, psychologique, politique. Mais pour répondre à votre question, effectivement, on pourrait se situer aujourd'hui pour une raison qui est simple, c'est qu'à mon avis, les hommes, quelle que soit leur époque, ne changent pas. Ils sont toujours animés par les mêmes ressorts, l'amour, le sexe, une forme de confort matériel, même si à l'époque, on cherche pour 95% des Français plus à survivre qu'à obtenir un vrai confort matériel. On est révolté par la mort, par la maladie, on redoute les humiliations. Bref, voilà. Quelle que soit l'époque, les hommes sont les mêmes. Après, ce qui change, et je pense que cela se voit aussi dans mon roman, c'est que le Moyen-Âge et notre époque moderne, ce sont deux époques totalement antagonistes, puisqu'aujourd'hui, on est sous l'empreinte de la science. Enfin, l'époque moderne est située sous l'égide de la science, tandis que cette époque-là est sous l'égide du sacré. Le merveilleux a toute sa place. Quand Charles VI est touché par la folie dans mon roman, on n'imagine pas une seconde que c'est quelque chose d'ordre physiologique ou physique. On pense d'abord qu'il a été envoûté ou ensorcelé. Voilà, ça c'est le raisonnement typique de l'époque. Et de la même façon, voilà, on peut pas imaginer aujourd'hui qu'à l'époque, enfin, on peut pas imaginer d'être soit croyant, soit hérétique, alors que c'est le cas à l'époque. Soit on est croyant, soit on est complètement marginal et envoyé au bûcher. De la même manière, on croit que l'Apocalypse est pour bientôt. La Sorbonne, en 1383, ferme pendant 6 mois parce que les écoliers en viennent aux mains à propos de la querelle de l'Immaculée Conception. Il y a d'un côté les maculistes, de l'autre côté les immaculistes. On se bagarre entre ces deux clans. Donc on est vraiment dans une époque qui est placée sous le signe du merveilleux. Et c'est à mon avis la grande différence avec aujourd'hui. Et vous, c'est ce qui vous fascine, cette dimension mystique, voire spirituelle? C'est parce que vous trouvez que ça manque aujourd'hui et ça vous fascine à cette époque-là? C'est pas comme ça que j'envisage les choses. C'est pas comme ça que je suis arrivé à cette période et à ce sujet par un total concours de circonstances, puisque d'abord j'ai voulu écrire sur la relique la plus célèbre de la chrétienté, le Saint-Suaire, qui fut le sujet de mon premier roman, et de là, m'intéressant à cette période, je suis parti sur Charles VI. Mais moi, je suis pas un écrivain à message, c'est-à-dire que je ne veux pas souligner les rapprochements qu'il y a entre cette époque et la nôtre, ou les dissemblances, plutôt les dissemblances d'ailleurs, que c'est plutôt ça qui m'intéresse. Moi, je suis un écrivain spectateur, je suis un écrivain contemplatif. Et ce que je vois dans cette période, c'est du sacré, c'est de la magie, c'est du merveilleux. Et c'est ça que j'essaye d'illustrer dans mon roman. Et en même temps, à la fin de ce XIVe siècle, on vient de passer par une période absolument terrible, c'est la peste noire, 30 ans plus tôt,
qui a tué 6 millions de personnes en France. Imaginez-vous, un tiers de la population, un quart de la population mondiale. Donc, on sort d'une période troublée, et comme à chacun de ces moments dans l'histoire, il faut qu'on essaie de vivre de manière un peu disproportionnée, de manière plus éclatante. C'est un peu comme les années folles, par exemple, après la Première Guerre mondiale. Donc il y a une forme de décadence que moi je raconte avec toutes ces histoires de mœurs dissolues qui sont rapportées par les chroniqueurs de l'époque, avec ces fêtes éclatantes. Je parle de Taïwan, par exemple, qui a organisé ce qu'on appelle des ébattements gigantesques. C'est l'occasion de décrire dans mon roman une joute que j'ai inventée, la joute au flambeau. Voilà, qui est un moment peut-être un petit peu spectaculaire et frappant de mon roman. Donc voilà, je suis un écrivain de l'imaginaire. Et cette modernité, moi j'en parle aussi parce que je pense que votre but c'est de vous adresser à tout le monde, y compris à des jeunes lecteurs, non ? Est-ce qu'en écrivant un roman comme ça, vous pensez à des adolescents j'écris évidemment pour mon public, pour le public, et mon idée, c'est que ce livre, effectivement, peut viser un public plus large que le public plus restreint du simple roman historique, pour une raison qui est simple, c'est qu'on se passionne pour le Moyen-Âge. Les jeunes se passionnent pour le Moyen-Âge. Il suffit de voir la réussite de Ken Follett, par exemple, dont le premier marché se trouve en France, et qui est lu par des gens de tous âges. Et puis, il faut voir aussi la frénésie qu'a suscité, notamment en France, Game of Thrones. Or, Game of Thrones, c'est rien d'autre que, finalement, que le XIVe siècle français et le XIVe siècle des Plantagenets en Angleterre. Complètement. Il a dit lui-même s'être directement inspiré des Rois Maudits pour créer les personnages de sa saga. Et d'ailleurs, c'est amusant puisqu'il parle d'un roi fou en filigrane, qui n'apparaît pas, mais qui apparaît en filigrane de Game of Thrones, J.R.R. Martin, l'auteur. Et ce roi fou, en fait, n'est autre que mon roi folle, Charles VI. Je dirais un petit peu matiné de Richard II d'Angleterre, puisque ces deux rois commencent leur règne de la meilleure des façons. Ils prennent des mesures anticorruption, ils nomment des conseillers rigoureux, austères, ils redressent leur pays, ils font retrouver, là c'est pas leur pays, c'est les 7 couronnes dans Game of Thrones, de la prospérité. Et puis finalement, parce que le roi devient fou, on sombre dans le chaos le plus total. Dans Game of Thrones, c'est dans la barbarie et dans la tyrannie, parce que le roi est d'une nature très violente et tyrannique. Le mien ne l'était pas, mais son entourage l'était. Alors, Laurent, dans ce podcast, je fais plancher, c'est presque un cours un exercice de philosophie. Chacun de mes invités, je leur demande s'ils sont d'accord avec le titre du podcast. Les gens qui lisent sont plus heureux. Alors, est-ce que pour vous, Laurent Decaux, les gens qui lisent sont plus heureux ? Vous avez 5 minutes. Les gens qui lisent sont plus heureux. La lecture, moi, me rend heureux et m'a toujours rendu heureux. Après, ça dépend quelle lecture. Quand je lisais, effectivement, mes lectures d'enfance, Dumas, Jules Verne, Arthur Conan Doyle, Le Monde perdu d'Arthur Conan Doyle, ça reste gravé. Robert Merle, tous ces écrivains qui sont des écrivains de l'imaginaire, de l'aventure. Je ressentais beaucoup de bonheur. Après, quand je lis aujourd'hui, même plus jeune, quand je lis Houellebecq, parce que Houellebecq, je suis un fan absolu. J'ai commencé à lire à 17 ans, 18 ans. C'était une très mauvaise idée, parce que j'en ai fait une quasi-dépression. Donc, pourquoi ? Parce que c'est déprimant ou... Parce que c'est déprimant et ça donne une idée du monde quand on est encore très influençable. Moi, je vous dis, j'avais 17-18 ans. Je suis toujours très influençable, mais là, je l'étais particulièrement et très influencé par mes lectures. J'étais mal. Je vous dis, ça a un petit peu changé ma vision du monde. J'étais moins naïf après l'avoir lu et peut-être un peu plus sombre. Et quand on lit votre roman, on est heureux après. Attendez, je réfléchis. On a passé un bon moment quand même. C'est peut-être ça le but aussi au départ. Là. Pour qu'un roman fonctionne, il faut qu'il y ait ce rythme, ce côté haletant, ce côté un peu feuilletonesque. Je pense qu'on passe un bon moment. Et ce qui le rend heureux, je ne sais pas, parce qu'il est dur par moments. Ce qui n'était pas le cas de mon premier roman, que j'avais voulu comme un roman qui me rappelait mes principaux émerveillements d'enfance.
Donc voilà, toujours, évidemment, Dumas et tous les feuilletonistes. Mais là, on est plus du côté des rois maudits et on est plus dans un Moyen-Âge qui est tout à fait crépusculaire et décadent. Donc je pense qu'on passe un bon moment, mais pour autant, je ne sais pas si on sort particulièrement émerveillé et extatique de cette lecture. Ça se discute. Est-ce que vous lisez tous les jours, Laurent ? Oui, absolument, tous les jours. Oui, il n'y a pas de journée sans lecture. Et vous lisez de tout ? Parce que j'imagine que vous lisez pour... compulsif. Ouais. Après, il y a la lecture du divertissement, qui est finalement de plus en plus rare, que je réserve aux vacances. Et puis la lecture pour mon propre travail. Mais là, ça peut être du roman aussi. Par exemple, sur le roman historique, pendant que j'écrivais Le Roi Folle, je lisais énormément Les Rois Maudits, bien sûr, voilà, qui fait 1500 pages, donc ça me donnait pas mal de travail. Je lisais Tracy Chevalier, qui a écrit une superbe dame. C'est une auteure américaine qui avait écrit La jeune fille à la perle, qui est très connue, qui a écrit un moins connu, La dame à la licorne, sur les tentures qu'on peut voir, les tapisseries qu'on peut voir au musée de Cluny, qui est un roman superbe, un roman à plusieurs voix, comme dans d'ailleurs Le Roi Folle, c'est un roman à plusieurs narrateurs. Je lisais également, oui, Marguerite Yourcenar, puisque voilà, pour moi, c'est dans le roman historique ce qui se fait de mieux, que ce soit les Mémoires d'Adrien ou l'œuvre noire. Dans la littérature historique, c'est le Graal pour moi. Et alors, dans le plaisir, là, on est au retour des vacances. Vous avez lu que des polars et des thrillers? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai lu justement le dernier Houellebecq qui était sur ma table de chevet depuis longtemps et que j'ai beaucoup aimé, Sérotonine. Et puis j'ai lu un polar d'Olivier Norek et j'ai lu Surface. Voilà, c'est ça, c'est ça. Avec les migrants, c'est... Non, ça c'est Entre deux mondes. Entre deux mondes, pardon. Ouais. Voilà, Surface, c'est le dernier. Pardon, Olivier. Et j'ai lu André Gide, parce que plus jeune, j'avais mis ça de côté, j'avais pas accroché Les Caves du Vatican. Et là, j'ai lu L'Immoraliste, que j'ai trouvé tout à fait étonnant. Alors, vous me disiez que vous n'étiez pas un écrivain à thèse pour défendre des idées, mais de la France de Charles VI à la France de Houellebecq, qu'est-ce qui est pareil? Alors oui, c'est vrai que j'aime pas faire la comparaison et que ces deux me semblent tout à fait antagonistes, mais alors, s'il y a quand même quelque chose qui se ressemble, c'est tout à fait visible dans les écrits de l'époque. Les écrits de l'époque, voilà, ce sont les chroniques de Froissart, de Juvénal des Ursins, un peu plus tard de Christine de Pisan, et dans les écrits de nos philosophes, par exemple, aujourd'hui, ou de nos romanciers, c'est le déclinisme ambiant. Et il y a la même chose à la fin du XIVe siècle, puisque, voilà, on essaye de retrouver la chevalerie qu'on avait oubliée. D'ailleurs, Michelet dit « La France se lança sous Charles VI dans une extravagante imitation de la chevalerie dont on avait oublié le caractère et même les formes ». Donc voilà, on essaye de retrouver un passé qu'on n'a pas connu et qu'on fantasme avec les tournois, avec les joutes, avec des chevauchés, avec des armures absolument flamboyantes. De la même façon qu'aujourd'hui, on essaye de retrouver, on a la nostalgie de la Troisième République, d'une identité qu'on aurait perdue, de l'église au milieu du village. Voilà, donc je pense qu'il y a de la nostalgie dans ces deux époques. Mais c'est à peu près la seule similitude. C'est-à-dire que c'est un trait de caractère du français, ça, d'être nostalgique, voire dépressif. Alors, est-ce que c'est d'imaginer que c'était mieux avant? Est-ce que c'est le trait de caractère de cette période ou est-ce que c'est un trait de caractère typiquement français? Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Voilà, les Français sont insatisfaits. Les Français aiment lire. Malgré tout, on peut dire que les chiffres de vente fluctuent. Ça s'effondre pas, mais c'est pas non plus c'est pas inquiétant non plus. Mais bon, il se passe quand même des choses. Est-ce que vous, l'avenir du livre vous inquiète? Alors, l'avenir du livre, sans doute. Je pense que il y aura de moins en moins de lecteurs sur papier, peut-être même sur tablette. On est dans une culture où on zappe, il faut aller vite. Donc un livre de 400, 500, 600 pages, ça prend du temps, c'est chronophage. On ne se laisse pas ce temps aujourd'hui, c'est sûr. En revanche, moi je suis sûr que l'écrit et les auteurs resteront pour une raison bien simple, c'est
que notre monde a besoin d'évasion, a besoin de rêves, et pour cela, il faut des histoires. La fiction, elle reste, elle explose même. Si on voit tous les supports qui se développent, le streaming, Netflix, les séries, voilà, la fiction sous toutes les formes, et pour ça, il faut des auteurs, il faut des écrivains. Donc moi, je pense que les écrivains existeront presque toujours. On a besoin d'histoire, c'est le support qui change. Voilà, c'est ça. Ce qui est amusant dans le roman, moi j'aime bien dresser des parallèles, c'est la rumeur. Je me suis dit que la rumeur qui véhicule les aventures de la reine, je me suis dit la rumeur aujourd'hui, ce serait les réseaux sociaux. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis tout à fait d'accord. La rumeur, à l'époque de mon récit, on peut la canaliser. C'est quand même un sacré avantage par rapport à la nôtre. Ouais. Où aujourd'hui, elle explose, où le buzz touche des millions de personnes en quelques secondes. À l'époque, on peut étouffer une affaire d'une manière brutale, violente, immédiate. Donc c'est un petit peu différent quand même. Oui, c'est tout à fait différent. Vous y allez beaucoup sur les réseaux sociaux, vous, cette violence qu'on y ressent. Moi, j'ai créé ce podcast avec cette envie de dire aux gens, alors c'est peut-être un peu paradoxal parce qu'on est quand même sur un support numérique, mais de leur dire décrochez un peu de Twitter parce que vous lisez beaucoup toute la journée. Moi-même, je lisais beaucoup, je lisais des petits textes, des petites polémiques, des petites phrases comme ça, mais je ne prenais plus le temps de lire un récit construit. Est-ce que ces réseaux sociaux-là, ils tuent le récit, le roman, la fiction? Personnellement, je suis... Sur les réseaux sociaux, j'y vais peu. J'y vais pour communiquer sur mon livre et sur les déplacements que je vais faire dans les salons et pour défendre et faire la promotion de ce livre. Après, je pense que non, pas forcément. Ça peut être tout à fait complémentaire et le réseau social est aujourd'hui un vecteur formidable de promotion du livre et des auteurs éclosent grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Donc non, je pense que tout ça est complémentaire et peu à peu s'imbrique et se met en place. Un autre parallèle, moi, qui m'a amusé, c'est que ce roi est jeune. Ce roi est jeune et change beaucoup d'avis. Avant de devenir fou, mais en tout cas, on dit que vous écrivez que dans une journée, il peut penser des choses un peu différentes. Je me suis dit, aujourd'hui, on a un président jeune. Est-ce qu'on peut être jeune et avoir autant de pouvoir qu'un roi comme Charles VI? Alors, déjà, à cette époque, on est jeune plus tôt. Dans mon premier roman, Le Seigneur de Charny, mon roi avait 14 ans, mais était déjà un homme tout à fait conscient de ses pouvoirs, de ses limites, de ses faiblesses, de ses capacités. Il était devenu roi à 10 ans. À 24 ans, l'âge qu'il a dans le roi Foll, c'est un roi qui est en pleine possession de ses pouvoirs et de ses moyens. Il faut dire aussi que l'espérance de vie se situe entre 30 et 35 ans. Donc la vie va plus vite. On devient adulte, à mon avis, beaucoup plus vite. On est chez des gens jeunes, mais qui ont les mêmes besoins, je dirais, que les jeunes de notre temps, mais qui ne sont pas jeunes comme eux. Après, le fait de savoir si Charles VI n'était pas un peu trop jeune pour gouverner, je pense que là n'est pas la question. La question, c'est avait-il autour de lui une cour qu'il a suffisamment bien assistée dans sa gouvernance? Et je pense que ce n'était pas le cas. Il a d'ailleurs essayé, dans un premier temps, de se débarrasser des fléaux qui étaient pour l'État français ses oncles, les régents Philippe le Hardi et Jean de Berry, pour mettre à leur place les anciens conseillers de son père, qu'on appela les Marbouzets. Et là, il commença un règne personnel qui dura 4 ans, de 1388 à 1392, qui est une époque assez formidable pour la France, puisqu'elle se relève totalement, l'économie est florissante, la paix avec l'Angleterre est sur le point d'être conclue, le schisme qui sépare l'Église à l'époque, ça c'est un grand drame pour les chrétiens à l'époque, il y a 2 papes, il y a un pape à Rome, un pape en Avignon. Le schisme aussi, le roi fait intervenir ses diplomates et on pense que enfin ce schisme va toucher à sa fin. Donc pendant 4 ans, il y a un intermède qui est assez glorieux pour la France. Et puis là, c'est la folie, la démence
que je raconte dans mon roman, qui commence par une maladie inexplicable. Pendant des pourparlers de paix avec l'Angleterre à Amiens en avril 1392, le roi est touché par une maladie qu'on n'explique toujours pas aujourd'hui, qui prend une forme pulmonaire, il est extrêmement fatigué, il est troublé, il est alité, il perd ses ongles et ses cheveux, il se vide dans tous les sens du terme, ça dure quelques semaines, puis il se remet, et 3 mois plus tard, à l'occasion d'une chevauchée qui doit le conduire en Bretagne, au mois d'août, sous une chaleur écrasante, il est pris de vertige, il croit qu'il est assailli, il trucide 4 de ses pages, on le ligote, on le ramène à Paris, les oncles reviennent, utilisent ce prétexte pour reprendre le pouvoir, et là c'est le début de 40 ou 50 années d'infamie pour la France. Donc, voilà. C'est quand même moins brutal finalement aujourd'hui, hein, malgré tout ce qu'on a pu voir dans l'actualité ces derniers mois, non ? Je pense qu'effectivement, et c'est pour ça que je vous dis que ces 2 époques ne sont pas comparables, et que le déclinisme ambiant m'exaspère un petit peu. Voilà, on est dans une période de presque totale non-violence. Les morts les plus courantes à l'époque sont des morts violentes ou des morts de maladies terribles, choléra, peste, tuberculose, le mal des ardents, qui est une maladie qui n'existe plus aujourd'hui, qui était un parasite venu du froment et qui occasionnait des souffrances terribles, la lèpre, bien sûr, j'en parle dans mon roman. Voilà, le roi passe à côté d'une léproserie qui était un camp de concentration pour lépreux, d'où on ne pouvait sortir qu'en mettant une crécelle autour de son cou pour avertir les gens qu'on croiserait sur son chemin. On n'est pas exactement dans le même temps. Il y a aussi des tournois sportifs, on peut se retrouver décapité, ça n'arrive pas dans un stade de foot, normalement. Alors, ça, c'était fondamentalement interdit par l'Église, mais les rois se dispensaient des autorisations du pape. D'ailleurs, la papauté était bien moins puissante depuis qu'elle était divisée en 2 avec le schisme d'Occident. Je raconte effectivement ce tournoi où des têtes volent, ou des manteaux s'enflamment, ce que j'appelle la joute au flambeau. Donc voilà, tout est à mon avis plus violent et plus spectaculaire. Donc finalement, c'est même encore plus sanglant et spectaculaire que dans tous les thrillers qu'on peut lire aujourd'hui. Hein. C'est vous qui le dites. Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez écrire après ? Ce que sera votre 3e roman ? Ou comme celui-là, ça peut comme ça fluctuer au fil des recherches ? Alors, je suis venu je vous le disais, à cette époque par un pur concours de circonstances. Moi, je ne suis pas historien, je ne suis pas médiéviste, je me vois comme écrivain avant tout, mais c'est vrai que je me suis fasciné pour cette période, et le Moyen-Âge m'attire toujours. Je ne pense pas du tout l'avoir épuisé. Le Moyen-Âge est un océan. Je suis au Moyen-Âge et j'espère y rester encore longtemps. Donc le fan de Houellebecq que vous êtes ne va pas raconter la vie des Français d'aujourd'hui tout de suite. Non, je crois que je n'en suis pas du tout capable en réalité. Ah si, je pense que vous pourriez, non ? Vous ne vous sentez pas capable ? Pour l'instant, je ne m'en sens pas capable, effectivement. Et puis c'est vrai que j'ai un vrai amour pour le roman historique, mais et puis honnêtement, est-ce que la forme la plus absolue de roman, c'est pas le roman historique ? Parce que si on réfléchit bien, Guerre et paix, voilà, c'est un roman historique, même s'il est écrit 50 ans de l'époque du narrateur. L'Iliade et l'Odyssée, voilà, première forme de fiction, si on veut, ou de poésie. C'est une forme de fiction historique aussi. Donc voilà, est-ce que la quintessence du roman, même Le Rouge et le Noir, même Les Misérables, bien sûr, voilà, bien on sûr. est dans des époques différentes à chaque fois, que ce soit à l'échelle de 20, 30 ans, ou comme moi, à l'échelle de 700 ans. Donc est-ce que la quintessence du roman, finalement, ce n'est pas le roman historique ? Laurent, merci beaucoup. Merci Jérôme Vermelin et merci à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Merci beaucoup, à bientôt. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve vite pour un nouvel épisode des gens qui lisent sont plus heureux. Je vous dis à bientôt et bonne lecture.